Bonsoir Germain Mugué-Mangango. Bonsoir. Qu'avez-vous dans les tripes? C'est ce qu'on va tenter de voir ce soir ensemble. Vous êtes donc propulsé nouveau porte-parole du PTB. Raoul Edebo est envoyé chez les Flamands. Un débarquement dans un contexte plutôt inédit. Regardez ces chiffres du dernier baromètre RTBF La Libre. Le PTB est crédité de 20% en Wallonie, 11% à Bruxelles. Vous bousculeriez, je mets le conditionnel, l'ensemble de l'échiquier politique. Du coup, vous préparez votre plan de bataille électorale pour les communales. Voici les villes qui n'ont qu'à bien se tenir. Vous misez sans surprise sur le bassin liégeois, mais surtout sur les grandes villes du Hainaut, dont vous êtes originaire. 40 ans, politologue, Carolo d'adoption. Voici ce à quoi vous devez peut-être vous préparer. Un pour tous, tous contre le PTB. Regardez. Entre le PTB, Paul Magnette ou Trump, j'essaie de voir la différence. Vous cultivez la peur, vous mettez de l'huile sur le feu, et ça, je trouve que c'est pas du tout correct en politique. Je ne sais vraiment pas quel est l'intérêt de voter PTB, contrairement à ce que les sondages prédisent, parce que les deux seuls élus qu'il a au Parlement wallon sont insipides, inodores, incolores. Un peu de modestie, vous n'avez pas le monopole de l'indignation. Non, il y a les syndicats, vous n'avez il y pas a le les monopole. associations, vous avez Oui, mais raison, de temps en voilà. temps, quand on vous écoute, on a l'impression le seul qui sait comment vivent les gens, c'est Raoul. Est-ce Raoul, que vous il le est savez cool. encore pour le maire, ce sera impossible de travailler avec des illusionnistes. Bonsoir, merci d'être notre invité pour cette première pour vous dans Jeudi en prime. C'est aussi une émission d'information. Vous l'avez vu, certains se prononcent contre ce qu'on appelle l'étourdissement des animaux lors de l'abattage rituel. C'est bien chez certains dans la communauté musulmane que chez certains juifs. Oui. Votre position à vous, au PTB, parce que ça va sans aucun doute être un sujet de la prochaine campagne électorale. Votre position, elle est claire là, ça. Pour ou contre l'étourdissement ? Non, surtout je me rends compte, c'est que si on veut modifier effectivement la manière dont ces animaux sont abattus, il faut surtout pouvoir le faire en discussion avec les communautés concernées. Et moi, je pense effectivement, pour le moment, ça va un peu vite en besogne, qu'il faut pouvoir discuter avec eux de la manière dont eux veulent le faire. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Ou on est pour, ou on est contre. Non, a priori, je serais effectivement pour l'étourdissement. Oui. Mais je pense qu'on ne peut pas l'imposer. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas l'imposer. On doit pouvoir le discuter avec les communautés concernées. Et si on ne le fait pas, de toute manière, en fait, c'est une mesure qui va finalement s'en prendre à ces communautés. Et ça ne doit pas être le but, parce qu'on doit être pour le vivre ensemble. Autre question qui touche aux religieux, à la laïcité. On sait que certains se préparent pour les élections communales. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que ce thème ressurgisse. Ouais. Vous êtes en train de composer vos listes. Une femme voilée sur les listes du PTB, c'est possible? Ça sera possible en 2018? Oh, bien sûr, c'est tout à fait possible. Oui, bien sûr. Nous, on pense que cette mesure d'exclure finalement de la société les femmes voilées, ça ne résout absolument rien. Donc au jeu pour ou contre, en tout cas, vous répondez pour. Oui, tout à fait. Alors, justement, toujours par rapport à ce sujet, dans l'administration, par exemple, quand ces femmes peuvent recevoir un certain nombre de personnes, quand elles travaillent, ce qu'on appelle derrière des guichets, elles peuvent être voilées pour vous. Il ne doit pas y avoir une notion de laïcité? Moi, je pense que la notion de laïcité, c'est pas comme ça qu'il faut la défendre. Moi, je pense que le fait qu'il y ait une séparation entre le religieux et l'État, dans la gestion globale de l'État, c'est tout à fait évident que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais cette mesure... Sauf que chez nous, les cultes sont quand même financés. Comment ? Les cultes sont quand même financés. Oui, mais ça, c'est un débat qu'on devrait pouvoir avoir, effectivement. Est-ce qu'il faut, oui ou non, financer les cultes? C'est encore un autre débat que la question du voile. La question du voile, en fait, sous couvert de soi-disant, finalement, libérer des femmes qui seraient, alors à ce moment-là, soumises au voile, sous couvert de ça, on exclut ces femmes de la société. Ça, c'est évidemment pas du tout une solution. Si on va avoir un débat sur la place de la religion dans la société, et je pense qu'on doit l'avoir, on doit l'avoir effectivement dans le cadre de la laïcité d'État, ça me paraît tout à fait évident. Et alors, effectivement, sur la question des financements des cultes, on peut avancer certaines propositions. Mais s'en prendre à des individus sous prétexte, finalement, d'avoir ce débat, ce n'est que, en fait, ça ne sert qu'à fragmenter la société. Alors, globalement, est-ce qu'il ne serait pas plus simple qu'il n'y ait pas de signe extérieur de religion dans les administrations? Si on parle de signes extérieurs sur les personnes, encore une fois, chacun est libre d'avoir évidemment sa religion, ses convictions religieuses et de les manifester. Pas de souci avec ça. La question, c'est à partir du moment où, dans certains États, ça peut enfreindre la liberté de tous, finalement. Donc la manière dont un État est géré. Ça, c'est important. Mais sur le plan individuel, les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur vie spirituelle, je pense. Revenons au sondage évoqué en tout début. 20% en Wallonie, devant le Parti socialiste. Même en enlevant la marge d'erreur, en gros, vous tripleriez votre dernier score électoral. C'est grâce au scandale, on dit merci, Publifine? Je ne pense pas que ce soit grâce au scandale. Je pense évidemment ça joue pas, évidemment que ça joue. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau de l'ensemble de l'Europe, il y a quand même un mouvement de protestation contre ce cadre austéritaire dans lequel les gens vivent. Les gens sont étranglés par l'austérité. Qui se matérialise par le Front National, par Geert Wilders, pas forcément par des mouvements de gauche. Pas forcément, bien sûr. Et ça, c'est un petit peu l'enjeu, justement. Si nous ne sommes pas là, effectivement, pour faire le travail de terrain que nous faisons tous les jours, pour faire le travail de proposition que nous faisons tous les jours, effectivement, cet élan de colère légitime contre le cadre austéritaire peut s'orienter vers l'extrême droite.
évidemment. Et donc, nous, justement, le travail que nous faisons, à mon avis, il est salutaire à deux titres. D'abord, il est juste, il est légitime, et surtout, il va éviter effectivement que d'autres, par colère, se orientent vers l'extrême droite. Mais votre champ, justement, c'est pas qu'il n'y ait pas d'extrême droite du côté francophone en Belgique? Notre chance? Non, notre chance... En termes de score éventuel? Non, d'abord, notre chance, c'est lié au fait que les gens soutiennent le travail de terrain que le PTB fait et le travail de proposition que le PTB fait. Quand le PTB propose de taxer les millionnaires, ce qui est à mon avis une mesure minimale pour aider les gens, quand le PTB propose effectivement la semaine des 30 heures, les gens soutiennent ça. Et donc ce qu'on voit effectivement, c'est que les gens soutiennent le travail de terrain qui est fait par le PTB. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça a un effet sur le fait que l'extrême droite n'arrive pas à percer en Wallonie? Ça, bien sûr, ça a un effet. Et je crois que comme démocrate, on ne peut que s'en réjouir. Alors, vous évoquiez justement la semaine de 30 heures. PTB, c'est le Parti des travailleurs de Belgique. Parlons du coup des travailleurs et de l'emploi. Ouais. Vous voulez donc réduire le temps de travail, mais en maintenant le même salaire, passer de 38 heures à 30 heures. Comment, en 2017, on peut dire à un travailleur qu'il va pouvoir travailler moins tout en gagnant le même salaire? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vendre du rêve? Il suffit de regarder la productivité que les travailleurs de Belgique sont en train de faire depuis 30, 40 ou 50 ans. Donc la productivité depuis les années 60, elle a été multipliée par 3,4. C'est énorme. Donc en fait, un travailleur maintenant, il produit beaucoup plus que son père ou que son grand-père. Dans quel pays européen on peut faire croire aux travailleurs qu'ils peuvent travailler moins avec le même salaire? Cette productivité, elle va où? Ça, c'est la question. Vous prenez Caterpillar, par exemple. La productivité, elle va dans les dividendes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle ne doit pas aller dans les dividendes. Elle doit aller dans les salaires. Et que l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, c'est la solution, c'est pas le problème. Si vous voulez relancer l'économie, vous avez besoin de gens qui puissent consommer. Et pour ça, il faut des salaires. Mais comment voulez-vous empêcher des actionnaires privés de ne pas envoyer les dividendes, de ne pas envoyer l'argent dans les bénéfices, dans les dividendes? Ça, je pense que justement, c'est effectivement le rôle de l'État, c'est le rôle de la collectivité de légiférer en la matière. Pour reprendre le dossier de Caterpillar... Mais les actionnaires privés ne viendront plus chez vous, enfin chez nous. Non, d'abord, si les multinationales viennent en Belgique, c'est parce qu'elles ont besoin des travailleurs. C'est les travailleurs qui produisent la richesse. La spéculation n'a jamais produit aucune richesse. Ce sont les travailleurs. Ils ont besoin de ces travailleurs. Ils viennent, et ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils peuvent venir, produire, gagner beaucoup d'argent et s'en aller avec la richesse. Vous ne la rêvez et ça, pas, c'est pas cette possible. Société, mais c'est pas possible, en effet. Pourquoi, à votre avis, dans certains secteurs, effectivement, ils ont licencié plus facilement en Belgique que d'autres, comme à Caterpillar? C'est parce que dans d'autres pays, il y a des pays où les multinationales qui veulent licencier doivent démontrer qu'ils ont des raisons économiques pour le faire. On essaie de comprendre la faisabilité. Comme en France ou comme en Allemagne. Ici, en Belgique, en fait, un patron peut dire « je licencie », il n'a pas besoin de justifier, et il s'en va. Caterpillar, les gens, ils ont perdu leur emploi parce qu'on voulait faire de plus en plus de dividendes. Mais si on avait travaillé que 30 heures, ça n'aurait rien changé de toute façon, parce qu'ils auraient dû employer plus d'ouvriers. Le travail de 30 heures, c'est d'abord pour éviter que d'une part, les gens se tuent au travail, et que d'autre part, d'autres gens se tuent de chercher du travail. 98% des sociétés en Belgique sont des PME. Ce n'est pas des multinationales, c'est des PME. Comment vous pouvez dire à des entrepreneurs qu'on va réduire le temps de travail de leurs travailleurs, mais qu'ils vont devoir le payer avec la même somme? Ça paraît difficilement réaliste en 2017 en Belgique, vu le tissu industriel. Donc la plus grande partie des emplois sont actuellement concentrés dans les multinationales. En Belgique, 98% des sociétés, c'est des PME. L'emploi, il n'est pas dans les multinationales en Belgique. Oui, non, mais les PME sont nombreuses, mais concentrent peu d'emplois. C'est ça la réalité. Et donc, effectivement, par rapport aux PME, il faut des mesures qui soient particulières et qui s'adaptent à leur secteur. Et d'ailleurs, en fait, les PME seraient, à mon avis, très contentes de voir que les gens ont notamment un salaire plus important pour consommer par rapport à la discussion qu'on a eue tantôt. Mais au niveau des multinationales, ce serait évidemment intéressant que les gens puissent travailler moins, puissent partager le travail, parce que de toute manière, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont en train de s'épuiser au travail et ceux qui n'ont pas de travail ne savent pas consommer. Donc, on ne sait pas tirer l'économie en avant. Et puis, franchement, les gens, ils sont en train de se tuer au travail. Pas de famille, pas de vacances, pas de loisirs. Et les gens, ils s'usent au travail. Burn-out, fatigue. Et bien ça doit s'arrêter. Ça, c'est la proposition qu'on fait. Avec Thomas, on a lu votre programme. À un certain moment, vous dites, autre mesure, la création de 200 000 logements sociaux avec à la clé, si je ne me trompe, la création de 50 000 emplois. Mais qui va financer tout cela? Qui va financer les logements sociaux? Pas le privé. Non, si vous avez vu notre programme, vous avez vu qu'on a aussi un plan de financement de notre programme. Donc on propose différentes mesures, comme par exemple la taxe des millionnaires, comme une taxe aussi sur les banques, qu'on a beaucoup aidé à un moment donné, et eux aussi devraient pouvoir nous rendre l'appareil. Donc on veut financer notre plan. Notre plan, c'est 22 milliards de sorties, 22 milliards de rentrées. Vous ne craignez pas que dans ces cas-là, grâce à ça, on veut financer ils quittent la Belgique. Donc c'est pas le public qui doit financer les logements sociaux. Non, c'est le public via une imposition qui est juste. C'est ça qui va se passer. Et donc, quand vous parlez des millionnaires qui quitteraient la Belgique, ben vous savez, en France, il existe l'impôt sur la fortune. Ça existe. Et donc, il y a une fuite de capitaux de 0,53%
d'assujettis à cette taxe. Thomas. Mais au-delà justement de cet aspect fuite des millionnaires, on essaie de comprendre la faisabilité, de décortiquer vraiment les mesures. Parce que les formules, elles peuvent être belles, les slogans, mais concrètement, financièrement, comment ça fonctionne? La taxe des millionnaires, vous dites 1% à partir de 1 million. Ça va rapporter 8 milliards. C'est ça. Pour prendre l'exemple de la France, l'impôt sur la fortune, en 2017, on prévoit 5,4 milliards de recettes. Et la France est beaucoup plus grande que la Belgique. Donc, comment vous pouvez vous baser sur les montants de 8 milliards? Et donc, Thomas Piketty, il a fait une étude sur notamment l'impôt en France. En Belgique, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, il n'y a pas de cadastre des fortunes, il n'y a pas de cadastre des comptes bancaires. Ah, mais ça, il faut un cadastre des fortunes. Mais comment on peut balancer 8 milliards comme ça sans avoir des chiffres précis? Non, ce qu'on a fait, c'est que si on calcule effectivement de 1 à 3%, parce que c'est 1% pour la première tranche, 2 pour la seconde tranche et 3 au niveau effectivement on ne sait pas qui sont les millionnaires en Belgique. Il n'y a pas de cadastre. Donc on ne sait pas à un moment donné dire 1%, ça va rapporter autant. Non, il y a des chiffres qui existent qui permettent effectivement de faire ce calcul-là. Donc Marco Vanès, fiscaliste du parti, il a effectivement fait qui peut s'appuyer sur ces chiffres-là. Donc, en tout cas, ce que je voulais vous dire par rapport à l'impôt en France, c'est que ce qu'on constate avec notamment Piketty qui a étudié ça, c'est que ce qui en fait, empêche l'impact maximal de cet impôt, c'est le nombre de niches qui existent. Il dit que ça rapporterait en fait beaucoup plus si les niches disparaissaient, si les manières qui existent de fuir cet impôt disparaissaient. Et donc, notre estimation était en fait de 9,2 milliards. Donc, on a abaissé à 8 milliards pour effectivement être... Quand on voit 5 milliards côté français, c'est pour essayer de sortir du yaka. Si c'était juste la taxe des millionnaires qui permet de financer les autres mesures du PTB, ça serait facile. Mais on essaie de comprendre comment vous arrivez à ce chiffre de 8 milliards. Et il n'y a aucune étude qui nous prouve qu'on arriverait à autant. Donc si on prend effectivement la fortune des 88 000 millionnaires en Belgique, qui est connue, elle est connue, c'est connu. Et donc à ce moment-là, si on fait ce calcul-là, on arrive effectivement à 8 milliards. Et en France, ils arrivent à en fait un chiffre aussi bas, c'est parce qu'il y a toute une série de manières d'éviter cet impôt. Alors, et c'est comme ça qu'ils arrivent à un chiffre aussi bas. Je suppose que c'est la même manière, parce qu'il y a quand même des formules dans votre programme toujours. Vous dites, vous voulez 15 élèves par classe en primaire, et cela va nécessiter l'engagement de 25 000 instituteurs. À nouveau, vous le financez de la même manière, je suppose. Mais donc l'enjeu... Donc parce que, vous le savez comme moi, la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est quasi à l'os, il n'y a plus beaucoup d'argent. Non mais ça c'est clair que si on se contente du budget public qu'il y a maintenant, ça ne va pas aller. Le but et le débat qu'on veut mener à travers ce programme, c'est qu'actuellement, quand on est en train de parler de la crise, ce n'est pas la crise pour tout le monde. C'est pas la crise pour tout le monde. On est en train de constater que d'un côté, il y a de plus en plus de gens qui s'appauvrissent, mais de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui s'enrichissent, notamment en fouillant l'impôt. Quelqu'un comme Albert Frère, par exemple, il possède autant de fortune que 2,2 millions de personnes en Belgique. Et sa fortune ne fait qu'augmenter. Et donc, s'il n'y a pas une équité fiscale, alors effectivement, je suis d'accord avec vous, le programme, il n'est pas finançable. Le débat, c'est qu'il doit avoir une équité fiscale. C'est que c'est pas normal que certains payent 36 à 40% d'impôts, tandis que des multinationales payent 1 à 2% d'impôts. C'est ça qu'on doit mettre en question. Comment, du coup, provoquer cette rupture? Vous le savez, en Belgique, on ne gouverne pas seul. Tout à fait, bien sûr. Du coup, avec qui êtes-vous prêt à gouverner? Et donc, la question, c'est effectivement, quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau du gouvernement fédéral, ce ne sera pas avec le MR, ça c'est évident. Quand on voit ce qui se passe au niveau du PS, ça ne peut pas être avec le PS de Publifin, c'est pas possible. Donc M. Magnette, il a dit qu'il allait faire un nettoyage, il faut vraiment qu'il le fasse, parce qu'effectivement, c'est pas possible d'aller en coalition avec ce parti-là. Mais la question, c'est aussi ce qu'on va faire. Les gens qui nous soutiennent, ils ne nous soutiennent pas pour qu'on fasse la même politique que celle des partis en place. Ils ne nous soutiennent pas pour qu'on mette les chômeurs dehors, par exemple. Mais quand vous n'aspirez pas à prendre des responsabilités, vous pouvez dire ce que vous voulez, entre guillemets. Ça ne court aucun risque. Non, si on dit de toute façon, on ne va pas gouverner. Ce qu'on veut faire, ce n'est pas seulement une question de calcul arithmétique ou de calcul électoral. Ce qu'on veut faire, c'est construire un mouvement qui va nous permettre d'avoir un rapport de force pour changer la donne. Ça, c'est le but. C'est bien d'avoir plus de parlementaires, et on est très content que les gens nous soutiennent, mais on veut avoir un langage de vérité vis-à-vis des gens. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de plus en plus de Raoul et de Beau ou de Marco Vanès, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on doit construire un mouvement dans la société, un rapport de force qui nous permette d'aller au-delà du carcan imposé par l'Europe. Ça, c'est le débat. Vous prenez la transparence, n'arrêtez pas de le répéter. J'ai une question très précise. On a beaucoup parlé d'argent dans cette émission. Le trésor de guerre du PTB, il est de combien ? Donc notre chiffre d'affaires, si on peut dire, c'est 2 millions d'euros. C'est 2 millions d'euros. On a... avec ou sans les bâtiments? Non, j'allais vous dire au niveau des bâtiments, le bâtiment le plus important pour nous, en fait, c'est le siège central du PTB à Bruxelles, qui est valorisé maintenant à 2,2 millions d'euros parce qu'on a fait des travaux importants. La plupart des autres bâtiments, en fait, ce sont des locations, donc en fait, on n'a pas beaucoup d'immobilier. Donc voilà, ça globalement, ça c'est un petit peu les chiffres du PTB. Et donc nous, ce qui nous finance finalement, c'est à 45%
les cotisations des gens, donc les gens qui nous soutiennent. Et alors, on a aussi une partie de la dotation, la dotation suite aux élections, dotation d'ailleurs qui ne nous est pas remise complètement, je ne sais pas si vous le savez, puisqu'en fait, on a droit à 900 000 euros, et pour le moment, en fait, on n'a que 570 000 euros. Toute dernière question, on va devoir conclure. Est-ce que vous n'êtes quand même pas devenu quelque part aussi un parti comme les autres en maniant le marketing? Pourquoi Edebeau en Flandre? Vous le remplacez? On a un peu l'impression que c'est une logique de série américaine. On change la star pour faire un peu parler de soi. Je pense pas que... Enfin, c'est très gentil de me parler de star. Nouvel épisode, nouvelle personnalité. Quoi. En gros, ça s'appelle du storytelling. Je ne pense pas qu'on est un parti comme les autres. Vous savez, chez nous, c'est très important d'être proche des gens. C'est pour ça que nos mandataires touchent entre 1 700 et 2 000 euros par mois. C'est très important, effectivement, d'être proche de la réalité des gens. Donc, ce qu'on est en train de faire au niveau de la diversification des porte-paroles, c'est d'abord diversifier nos profils. Vous connaissez déjà Sophie Merckx qui parle de la santé, Marco Vanès de la fiscalité, David Pestiot, Peter Mertens qui sont déjà venus sur les plateaux. Et donc, nous, on veut effectivement varier les porte-paroles. Et me voilà pour aussi compléter effectivement le panel de porte-paroles. On a eu le générique du PTB. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir.